c'est un étrange spectacle qui a coloré pendant 8 ans les samedis soirs de France 2, un étrange mélange de rires, d'applaudissements et parfois de solennelles excommunications. On se connaît depuis longtemps. Oui. Moi, j'ai souvent milité pour que vous puissiez vous exprimer. Oui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté surtout. C'est-à-dire que vous avez, à partir de là, donc il y a un an, si, vous avez fait tout un tas de déclarations sur le lobby juif qui tient les médias. Non, j'ai jamais parlé de lobby juif, par exemple, jamais. Ah si. Non, j'ai été soutenu, j'ai parlé de lobby sioniste. Vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Alors, on pouvait évidemment tout à fait regarder Tout le monde en parle comme une simple émission de divertissement, mais sous les rires, sous les applaudissements, sous le spectacle, se dissimulait un message idéologique précis, insistant et d'autant plus efficace que l'émission était talentueuse. En tout cas, c'est la thèse qui est défendue dans votre livre qui sort ces jours-ci chez Stock, Jean Birnbaum et Raphaël Chevènement. Ça s'appelle La face visible de l'homme en noir, c'est consacré à Ardisson et votre thèse centrale, c'est que cette émission, surtout dans ces dernières années, a mis en spectacle l'éclatement de la société en communautés, communautés black, beurre, juive, et que ça a constitué l'essentiel, ou en tout cas un des noyaux très forts de ce spectacle. Alors, avec vous sur ce plateau pour en parler, Malek Bouti, vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste et vous avez été intervenant régulier dans ce débat sur la communautarisation de la société française et notamment chez Ardisson, où vous êtes allé 2 fois et vous nous donnerez votre expérience de l'intérieur de ce plateau. Mais nous allons commencer avec vous, Marianne Escovic, par un guet-apens qui n'était pas tout à fait un guet-apens. Oui, c'était l'agression des 2 CRS dans la cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes. C'était la grosse histoire de la semaine dernière. Et il y avait une expression qui était dans la bouche de tous les journalistes, vous n'avez pas pu ne pas l'entendre. 2 CRS agressés et blessés hier soir lors d'un guet-apens dans la cité des Tarterets à Corbeil. Ils sont tombés dans un guet-apens et ont été frappés par une vingtaine d'individus. Il faut dire qu'il ne s'agit pas, comme souvent, d'une intervention qui tourne mal, mais d'un guet-apens apparemment prémédité. Les 2 CRS patrouillaient à bord de ce véhicule lorsqu'ils sont tombés dans ce qui apparaît aujourd'hui comme un guet-apens clairement prémédité. Une simple patrouille de routine et les 2 policiers tombent dans un guet-apens. 2 à 3 jeunes d'abord leur jettent des pierres. Les CRS sortent de leur voiture. C'est alors qu'une vingtaine de voyous, jusqu'alors cachés dans les buissons, se précipitent sur le véhicule. Alors voilà, il y avait quand même une seule voix qui nuançait un peu l'histoire, c'était celle d'Élise Lucet qui nous expliquait l'origine de cette expression. L'un d'entre eux est grièvement blessé, l'autre plus légèrement touché. Les 2 hommes ont dû être hospitalisés, les syndicats de police parlent de guet-apens. Voilà, donc ce sont les syndicats de police qui parlent de guet-apens et effectivement, dans les sujets ce jour-là, certains syndicalistes expliquaient pourquoi, en quoi l'emploi de ce terme était important. À partir du moment où vous avez 3 personnes qui balancent des pierres et qui vous attendent naïvement pour que vous veniez les contrôler afin que vous sortiez de votre voiture et qu'il y en a 20 qui arrivent derrière, c'est forcément un guet-apens. Alors ce mot de guet-apens, il est sorti très vite. L'agression a eu lieu le 19 septembre dans la soirée et les premières dépêches le 20 dans la matinée donnent la parole au syndicat de police qui tout de suite donc parle d'un guet-apens. La thèse est reprise quelques heures plus tard par le préfet qui parle lui d'agression manifestement préméditée et c'est un mot et une thèse qu'on retrouve en fin de soirée dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui parle lui aussi de guet-apens. Alors l'affaire occupe les journaux toute la semaine et le 25, souvenez-vous, c'est la descente de police dans la cité qui permet d'arrêter quelques suspects. Le guet-apens est toujours d'actualité, mais surprise, 3 jours plus tard, sur France 3, il semblerait que l'histoire change de nature. 3 jours après ces arrestations, police et justice reviennent sur la thèse du guet-apens en ce qui concerne l'agression des 2 CRS. Selon eux, il s'agirait plutôt d'un déchaînement spontané de violence. C'est vrai qu'au fur et à mesure des auditions, le guet-apens pur tel qu'on le connaît dans les cités habituellement en ce moment, c'est-à-dire on attire les véhicules de pompiers, les véhicules de police en mettant le feu aux poubelles, etc. Ce type de guet-apens là n'est pas retenu. Ah oui, c'est pas la même chose. Alors donc France 3 est la première à dégonfler la thèse du guet-apens et sur les autres chaînes Sur les autres chaînes, il faut attendre 4 jours pour qu'on remette en question la théorie du guet-apens. Et là où France 3 fait un sujet, TF1 et France 2 se contentent d'une brève.
Et concernant l'agression de 2 CRS dans la cité des Tarterets, la thèse du guet-apens a été écartée selon les premiers éléments de l'enquête. 5 mises en examen ont été prononcées. En bref, des nouvelles de l'enquête sur l'agression de 2 CRS dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. La thèse du guet-apens n'est plus privilégiée par les enquêteurs, sans être formellement écartée. Alors, comment exactement est apparue et s'est dégonflée la thèse du guet-apens? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'affaire, les médias finalement ne donnent que la version des policiers. Et les éléments qui accréditent la thèse du guet-apens, en tout cas c'est ce que m'explique le procureur d'Évry, c'est d'abord la rapidité avec laquelle sont apparus les agresseurs, et puis aussi les restes de pizza qu'on a retrouvés dans les fourrés, ce qui a fait penser au procureur, au préfet et à Nicolas Sarkozy que les agresseurs attendaient les policiers planqués dans les fourrés en mangeant de la pizza. Mais après les arrestations, les auditions et lors des enquêtes menées dans le voisinage, on a eu la version des personnes impliquées plus ou moins directement dans les incidents et qui font que désormais la thèse du guet-apens n'est pas écartée, comme le dit Pujadas, mais n'est plus privilégiée. Voilà, tout est dans la nuance. David, sur France 2, une révolution dans l'image du chômeur. Et dans l'image aussi de leur fabuleux train de vie. Mercredi soir, le journal de France 2 m'a aidé à confirmer une idée reçue, à savoir que les chômeurs ou le chômeur ne foutent rien au crochet de la société. Un livre qui fait sensation car il illustre les failles du système d'aide et d'allocation. Il s'agit du témoignage d'un chômeur professionnel. C'est ainsi qu'il se définit lui-même. Il a vécu 24 ans au crochet des ACEDIC, couverture maladie universelle et autres systèmes d'assistance, en ne travaillant que 2 ans et demi au total. Ce qui retient l'attention, c'est que l'homme n'a rien fait d'illégal, il a simplement profité à fond du système sans scrupules. Alors inutile de dire qu'après une pareille mise en bouche, j'avais hâte que mes a priori sur ces fainéants de chômeurs soient confirmés par des images. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Sa voiture, il l'a achetée grâce aux allocations chômage. Thierry F, 44 ans, est aussi propriétaire de son studio de 30 mètres carrés. Pourtant, il n'a travaillé que 4 ans en tout sur les 26 dernières années. Chaque mois, 440 € d'allocation spécifique de solidarité et près de 160 € d'allocation logement. En tout, 600 €. Il préfère ça plutôt que de trimer pour le SMIC. Une voiture, un studio, 600 €. Le salaud. Alors évidemment, France 2 a choisi un cas extrême pour nous raconter cette histoire spectaculaire, mais le problème c'est qu'elle explique ce cas extrême en toute fin de sujet, parce que comme ça reste très spectaculaire cette histoire. Thierry F bénéficie de l'ancien système de l'allocation spécifique de solidarité. Aujourd'hui, les règles ont changé, mais ne s'appliquent pas de manière rétroactive. Selon les professionnels de l'emploi, il s'agit là d'un cas isolé, bien loin des difficultés que rencontrent les autres chômeurs. Effectivement, c'est un cas extrême, la chaîne le souligne, mais en même temps, à 20 h, un mercredi soir comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'amalgame? Est-ce que ça ne va pas produire un effet d'amalgame? Est-ce qu'il faut faire de la pub à un livre dont on nous dit qu'il ne représente que celui qui l'a écrit? Est-ce que quelle tête vont faire les chômeurs qui glandouillent derrière leur poste de télévision? Alors moi j'ai trouvé ce sujet un peu dangereux et je pense qu'il suscite un faux débat parce que le débat n'est pas là. Mais on est dans un système quand même de profiteurs, puisque celui qui a profité des ACEDIC, un éditeur a profité de lui pour lui faire un livre, et la télévision profite de ce livre qui profite des ACEDIC pour profiter de faire un scandale. Et évidemment, le scandale, il va éclabousser les chômeurs qui n'y gagnent rien. Voilà. Et alors, ce cas particulier de ce chômeur et de ce livre ont fait polémique sur Internet, et tous les liens concernés sur son cas particulier sont en lien sur le site d'Arrêt sur Image. Toujours avec vous, Maya, un autre fait divers, mais alors dans lequel les médias ont été beaucoup moins rapides. Oui, c'était une histoire assez incroyable. Pourtant, on en parlait cette semaine dans les JT, et notamment sur France 2, c'était dans le 13h d'Élise Lucet. Une plainte a été déposée par plusieurs salariés d'un supermarché Leclerc de Montbéliard. Cette fois, une soixantaine d'entre eux ont été parqués dans une remise du magasin pendant 45 minutes, contraints au silence. La direction voulait apparemment dissimuler leur présence lors d'une visite de l'inspecteur du travail qui enquêtait sur des heures supplémentaires impayées. Alors voilà France 2 qui n'avait pas obtenu d'autorisation de tourner et carrément allé filmer en caméra cachée dans les rayons du supermarché et a réussi à obtenir le témoignage d'un des salariés séquestrés. Ils nous ont pris, ils nous ont mis là-bas. Ils nous ont fermé la clé,
Il y a une femme qui a fait mal. Voilà, c'est assez incroyable quand même. Et TF1, on avait aussi parlé la veille, mais dans son lancement, PPDA donnait une précision importante. Et à propos de travail, il y a 3 mois, des salariés d'un centre Leclerc de Montbéliard ont été obligés de se cacher lors d'une visite d'inspecteur. C'était il y a 3 mois, nous dit PPDA. Effectivement, ce contrôle a eu lieu le 30 juin dernier, mais jusqu'ici, rien n'avait filtré, en tout cas rien au niveau national. Pourtant, l'info était sortie dès le mois de juillet. C'est l'Est républicain, donc le quotidien régional, qui avait fait un papier quelques jours après les faits, mais l'article était passé inaperçu. Alors l'affaire se tasse un peu pendant l'été, et le 15 septembre dernier, lorsque l'inspection du travail s'apprête à remettre les conclusions de son enquête au parquet, l'Est républicain publie à nouveau un article. France 3 Région fait même un court sujet, mais toujours pas de reprise au niveau national. En fait, il faudra attendre 15 jours pour que l'Humanité, prévenue par les syndicats, sorte l'histoire au niveau national, suivi le lendemain par une dépêche AFP, puis comme on l'a vu, par des sujets sur TF1 et France 2. Alors, même tardive, cette médiatisation nationale aura quand même servi à quelque chose, puisque le PDG du magasin qui, malgré les nombreuses sollicitations du journaliste de l'Est républicain, avait jusqu'ici refusé catégoriquement de s'exprimer, a finalement accepté de parler. C'était cette semaine sur le plateau de France 3 Franche-Comté. Bernard Canon, pourquoi avoir accepté de venir ce soir vous exprimer? Eh bien, tout simplement pour répondre à votre invitation, déjà. Et puis derrière, c'est vrai qu'il se dit des choses pas sympas sur moi, sur mon entreprise. Donc, j'en reste aujourd'hui choqué, blessé, et que j'avais tout simplement envie de rétablir la vérité. Et puis, en plus, profiter de l'antenne pour m'excuser auprès de ses collaborateurs et de ses collaboratrices, à qui visiblement j'ai peut-être provoqué un préjudice dans le cadre, non pas de cette séquestration, mais de cette dissimulation provisoire, et je voudrais en tout cas sincèrement leur présenter mes excuses. Voilà, dissimulation provisoire. Non mais alors, comment une affaire comme celle-ci peut-elle rester inaperçue pendant 3 mois? Comment c'est possible? Rappelez-vous, en juillet, c'était la Coupe du Monde de foot, et on était, qui plus est, à la veille de la demi-finale France-Portugal. Ceci explique peut-être cela. Sûrement. Alors pourtant, j'ai eu en ligne un correspondant d'un grand média national qui ne souhaite pas être cité, mais qui avait prévenu sa rédaction à Paris, mais apparemment ils n'avaient pas trouvé ça passionnant. Vous étiez en train de regarder le foot, non? Peut-être. Alors j'ajoute aussi, juste qu'à la suite de la parution du premier papier dans l'Est républicain, le supermarché Leclerc, donc le directeur, le PDG que vous venez de voir, a purement et simplement supprimé les budgets pub de l'Est républicain. Mais bonne nouvelle, cette semaine, donc au lendemain de la diffusion des sujets en national, eh bien les contacts ont été rétablis. Les budgets de pub ont été rétablis. Il faut savoir pas l'intégralité, c'était 120 000 €. Là, il y a un contact pour une petite annonce, une boîte page, j'en sais rien. Voilà. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la presse régionale, la pub des hypermarchés, c'est très très important, parce qu'il y en a beaucoup et c'est une ressource importante. Oui, David? Moi, ce qui me questionne, c'est comment ce gars, il monte au créneau pour accepter justement cette invitation chez Leclerc. Parce que Leclerc, c'est une enseigne nationale, et moi, je voudrais savoir ce qu'il a décidé à y aller. Est-ce que c'est une demande de l'enseigne nationale de dire, il faut que vous alliez vous excuser, sinon on vous retire la licence, ou je ne sais pas, mais c'est intéressant. Il voulait pas communiquer avec moi, mais en tout cas, la veille de son invitation en plateau de France 3, il était au siège de Leclerc à Paris. Parce que rappelons quand même que les campagnes nationales de Leclerc, c'est militant, c'est les affiches reprises de mai 68, c'est vraiment le consommateur qui reprend ses droits, et c'est quasiment de la communication éthique. Et donc là, il y a un vrai hiatus entre ce qu'ils font au niveau national et ce que fait un franchisé au niveau local. Un vrai hiatus, vous avez prononcé le mot. Hiatus. Sébastien, les écrans de publicité peuvent parfois receler d'insondables mystères. Ouais, alors moi j'ai été amusé la semaine dernière en regardant ma télévision par une succession de publicités qui prenaient place au sein de la même page publicitaire, mais qui néanmoins m'ont semblé absolument incompatibles. 100% des stocks, mincissez vite et pour longtemps. 65. C'est pas un peu plat, vos trucs? C'est quand même sidérant. On vous dit mincissez vite, et juste derrière, une publicité pour une barre chocolatée. Là, je me demande si on n'est pas en train d'atteindre franchement les limites de l'absurde. Et au-delà de l'absurde, moi, ce qui me questionne, c'est
le fait que cet absurde subsiste, qu'on continue de voir coexister sur nos écrans ces messages complètement contradictoires. Et alors peut-être que la réponse est dans le fait que ces messages en fait ne sont pas contradictoires. Je veux dire par là qu'ils renvoient de l'un vers l'autre. Et je m'explique. Vous avez là une image, c'est un message, c'est un idéal de minceur, comme on peut en voir sur tous les écrans, avec ces femmes longilignes qui véhiculent un véritable idéal de minceur. Alors que se passe-t-il pour les téléspectatrices? Il y a celles qui vont atteindre cet idéal et puis il y a celles qui ne vont pas l'atteindre. Pour celles-là, forcément, c'est les complexes, c'est le fait de ne pas se sentir au niveau, mais néanmoins, elles vont continuer à être confrontées au jour le jour à des publicités qui incitent à manger des sandwichs, à manger des chocolats, des bonbons, le tout au milieu de figures de jeunes femmes longilignes, des sandwichs, tout ce qu'on veut. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Peut-être consciemment ou inconsciemment, je l'ai dit, elles ne se sentent pas au niveau. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on ne se sent pas au niveau, on ne va pas chercher à maigrir. Non, on va manger encore plus. Il y a une expérience l'année dernière à l'université de Princeton qui était très simple, qui a montré ça de façon très nette. Le psychologue invite des volontaires dans son labo et il leur dit, vous allez jouer à un petit jeu de société pendant 10 minutes. Et à l'issue des 10 minutes, il en a fait venir quelques-uns. Il leur a dit, monsieur, madame, désolé, mais personne ne veut jouer avec vous, vous n'êtes pas au niveau. Il les a fait entrer dans une pièce où il y avait des petits gâteaux. Et ils se sont rués sur les petits gâteaux. Ils en ont mangé 2 fois plus que les autres. Donc ils ont mangé des petits gâteaux pour compenser le fait qu'ils s'étaient sentis pas au niveau. Pourquoi? Parce que quand on doute de sa propre valeur, fondamentalement, chez l'être humain, on doute de sa capacité à être intégré socialement, à être intégré à un groupe. Et pendant les 3/4 de l'histoire de l'humanité, il était absolument vital pour trouver à manger d'être intégré dans un groupe. Donc vous doutez de vous-même, vous doutez de votre capacité à être dans un groupe, du coup, vous avez peur de ne pas trouver à manger, c'est un réflexe ancestral, et dès qu'il y a des réserves possibles, un marque, n'importe quoi, on se jette dessus, on l'avale. Donc on prend, maintenant que ces publicités se renvoient la balle, l'idéal de minceur inatteignable crée le besoin d'un refuge dans la nourriture, et là, au bon moment, on va recevoir le stimulus physiologique adéquat, la bonne barre chocolatée, mais le cercle se referme, en mangeant des barres chocolatées, on grossit, et forcément, le besoin de maigrir se fait sentir, et la cure amaigrissante arrive à point nommé. Donc ce mouvement de balancier, finalement, épouse l'âme humaine, dont la télé, une fois de plus, est en quelque sorte le reflet. Voilà pourquoi ça marche. Yulia Kapustina, avec vous, un petit arrêt maintenant sur les images étrangères, et notamment sur la Grande-Bretagne, où on a vu cette semaine qu'un Tony Blair pouvait en cacher un autre. Oui, et c'est le leader des conservateurs anglais, David Cameron, qui va fêter ses 40 ans lundi prochain, qui veut redonner un peu de coup de jeune à son parti. Il a lancé un blog qui s'appelle Web Cameron, et ces images, vous les avez vues cette semaine dans les JT des télévisions françaises. Alors, David Cameron, dans sa cuisine, entouré de sa femme et de ses enfants, en train de prendre d'une façon très détendue un petit déjeuner. Il sait même ranger ses assiettes, et puis forcément on sait où se trouve le lave-vaisselle. Bref, une image très détendue qui se veut amateur webcam, mais il y a quand même quelqu'un qui tient la caméra, puisqu'on voit qu'elle suit David Cameron et qu'elle zoome même dessus. Enfin bref, un de ses enfants peut-être. Un de ses enfants peut-être, oui, enfin le plus grand a 4 ans apparemment. Et entre tout ça, entre les assiettes, les cris des enfants, qu'est-ce qui se passe? On improvise un petit discours politique. Right, welcome to Web Cameron. Watch out, BBC. Oh, I'll do it in a minute. Well, watch out, BBC and ITV. We're coming after you. This is, I think, a really good way of communicating directly with people about what the Conservative Party is doing, what we believe in. What do you want to do? Wash your hands. In a minute. Can we just do this in a minute? Today I'm going to be talking about clean politics and telling you about the announcement we're making later today. We're going to have some great interviews coming exclusively to you on our website, and lots of behind-the-scenes footage at the conference. But today, we've still got a couple of days to go before the conference, doing a lot of work on speeches and policies and preparation. But right now, I'm going to wash up the porridge. Alors, David Cameron se veut monsieur tout le monde et n'hésite pas à évoquer l'handicap de son fils à l'occasion. Et lors de ses déplacements, regardez, il donne des poignées de main très chaleureuses devant les caméras. Bref, il évacue une image qui est très très bien conçue et suivie de très près par ses communicants. Alors, le tout petit problème, c'est que quand il tombe sur des journalistes, de vraies chaînes de télévision, ça se passe beaucoup moins bien. Oui, quand il se retrouve en face d'un journaliste de Sky News, pour le coup un vrai journaliste de Sky News, en avril dernier, quand le journaliste essaie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette vitrine bien polie et très jolie, bien presque glossy, quand il pousse un peu David Cameron, David Cameron est un peu embarrassé. Vous disiez hier que vous vous réveillez tous les matins en pensant à la manière dont vous allez changer le Parti conservateur.
Vous n'aimez pas votre propre parti? Si, je l'aime, bien sûr que je l'aime. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous regardez les sondages, moi je les regarde, et dans le dernier, le Parti conservateur avait un tout petit peu d'avance sur le Parti travailliste. Mon boulot, c'est d'essayer de faire en sorte que le Parti conservateur gagne plus de soutien. Mais vous comprenez que des personnes qui ont voté pour vous et qui aiment votre parti soient quelque peu déstabilisées lorsqu'ils entendent que vous êtes obsédé par la modernisation du parti. Non, ce n'est pas une question d'obsession. Ce qui se passe, c'est que je me réveille tous les matins en me demandant comment je peux changer le destin du parti et m'assurer que nous faisons de bonnes choses en tant que parti d'opposition responsable. Mais quel est le problème avec le Parti conservateur aujourd'hui? Vous savez, je pense que le problème est... Où va cette interview? On tourne en rond, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Alors posez votre dernière question encore une fois. Désolé, je pensais que nous faisions une courte interview et ça se transforme en entretien d'une demi-heure. Non, c'est un portrait. Ah bon, je m'attendais à quelque chose de court, une balade, des prises de vue, à quelques questions rapides. Ça fait partie du portrait. Ok. Lorsque l'interview s'est terminée, au bout de 10 minutes, Cameron et son équipe de communication nous ont demandé de ne pas diffuser la partie où Cameron avait dérapé. Ah, mais ils l'ont diffusé quand même, évidemment, comme on vient de le voir. Alors, toujours sur Internet, on va rester sur Internet. Yulia, un comique, un acteur, a failli provoquer une crise diplomatique gravissime entre les États-Unis et le Kazakhstan. Oui, c'est un comédien anglais, Sacha Baron Cohen, qui a foutu la pagaille dans l'histoire. Il a créé un personnage de fiction qui s'appelle Borat. Alors, Borat, c'est un faux journaliste kazakh qui porte des fois des costumes très extravagants et qui était prétendument envoyé par sa chaîne de son Kazakhstan natal vers les États-Unis. Sur son chemin, il rencontre plein de personnages qui se font parfois piéger par l'acteur à leur insu. Alors les sketchs ont d'abord été très célèbres, ont fait beaucoup de succès sur Internet. Et puis Sacha Baron Cohen en a créé un film qui sortira début novembre en France et aux États-Unis. La démocratie aux États-Unis est différente de celle du Kazakhstan. En Amérique, les femmes peuvent voter, mais les chevaux ne peuvent pas. Je pars aider un candidat républicain pour qu'il gagne la prochaine élection. Au Kazakhstan, on est très famille. Mais depuis quelque temps, certains hommes font semblant d'être mariés. Mais en secret, ils font d'autres bang-bang dans les anus de certains hommes. Comment vous appelez ça ici? Nous les appelons des homosexuels. Alors, quel est le parti des homosexuels? Ils ont tendance à aller vers le Parti démocrate. Bonjour. Je suis John Broadwater, je suis candidat républicain au Congrès des États-Unis pour le 2e district. Est-ce que votre mari est à la maison? On veut parler à quelqu'un qui a le droit de vote. Oui, et bien moi, par exemple. Vous pouvez voter, mais vous êtes une femme. Toutes les femmes ont le droit de vote ici. Ah. Je n'aimerais pas ne pas avoir le droit de vote. Pourquoi? Parce que je me sens à égalité avec les hommes. Je ne veux pas qu'un homme décide de ce qui est le mieux pour moi. Mais les femmes ne sont pas les égales des hommes. Vous savez, au Kazakhstan, on dit qu'il y a d'abord Dieu, les hommes, les chevaux, les chiens, et puis les femmes, et ensuite les rats. Et ensuite, les petits crustacés qui font... Alors, un faux journaliste kazakh, misogyne, raciste, homophobe, tout ça évidemment on n'a pas plu aux autorités de Kazakhstan et en plus la promotion de films ne tombait, on peut pas plus mal, c'est-à-dire sur la visite de Nursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan aux États-Unis et son dîner avec George Bush. Alors CNN et Fox en ont vraiment beaucoup parlé et Kazakhstan a fait une contre-attaque. Ils ont décidé de faire une publicité. Alors 4 pages en Herald Tribune en couleur, 4 pages à New York Times, ainsi qu'une pub télé sur CNN et ça donne ça. Depuis son indépendance il y a 15 ans, le Kazakhstan, sous le remarquable leadership de Nursultan Nazarbayev, est devenu un pays démocratique et économiquement fort. Le Kazakhstan s'est volontairement séparé de la 4e réserve d'armes nucléaires au monde et continue à montrer l'exemple en matière de non-prolifération nucléaire. Attaché à la liberté et à la démocratie, le Kazakhstan est le leader d'Asie centrale et un partenaire stratégique sur lequel les États-Unis peuvent vraiment compter. Bien, on peut être sûr que l'effet va être foudroyant, hein, et en tout cas ça fait marcher les affaires de CNN. Oui, ça donne vraiment envie d'aller au Kazakhstan. D'ailleurs vous y partez. Hein. Oui, tout de suite. Immédiatement. Vous revenez avec des images de télé s'il vous plaît. La vraie télé kazakh. La vraie télé kazakh.
Alors, on va en venir maintenant au dossier de cette émission. Tout le monde en parle, l'émission nocturne du samedi soir sur France 2, supprimée en juin dernier, a-t-elle été, pendant des années et des années, une apologie hebdomadaire du communautarisme en France, apologie d'autant plus efficace que finalement, elle était cachée sous une gangue de rires, d'applaudissements, de spectacles et de jolies filles. Ce sera le débat de cette émission, mais auparavant, avec vous, Perrine Dutreil, pour les couches-tard du samedi soir qui auraient pendant toutes ces années raté Tout le monde en parle, un petit rappel. Oui, pour ceux qui avaient échappé, s'il y en a, Tout le monde en parle, émission phare de France 2, qui aura donc duré 8 ans jusqu'à son arrêt tumultueux, vous l'avez dit, en juin dernier. C'est donc Thierry Ardisson, accompagné ces dernières années de l'humoriste Laurent Baffy, chargé de faire des blagues sur le plateau, qui orchestrait ce talk-show, savant mélange de sérieux, de promo et de grivoiserie, avec un défilé d'artistes plus ou moins confirmés, d'intello polémistes, de jolies jeunes filles et de politiques. Ah, quel résumé magistral, hein, 8 ans en 12 secondes. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cet objet? Finalement, il y a peu de gens qui font le travail qu'on fait nous ici à Arrêt sur Image chaque semaine, c'est-à-dire qui vont chercher les contenus des émissions de télé et qui les décortiquent, qui s'arrêtent sur le sens de ces images. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Jean Birnbaum? Écoutez, je crois qu'il y avait un ressort, il y avait deux ressorts. Il y a peut-être d'abord un ressort générationnel, parce qu'on est quelques-uns à penser que la France a connu quelque chose comme un moment Ardisson. Il y a des moments de télévision forts, il y a des prédicateurs cathodiques, il y a des gens qui ont eu leur mot à dire sur beaucoup de sujets et qui ont développé, et c'est ce qu'on a essayé de montrer en décrivant de très près cette émission, parce que c'est d'abord une description, qui ont développé quelque chose comme un discours, une mythologie politique, un imaginaire qui n'est pas n'importe lequel. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous intéresser à cette émission? Mais moi, c'est à peu près la même chose, tout simplement parce que je l'ai regardé, j'appartiens à cette génération qui a grandi en regardant plus ou moins Lunettes noires pour nuit blanche, Bas de minuit, et Tout le monde en parle. Je l'ai regardé, je ressentais parfois un malaise, il y avait une espèce de fascination, et j'avais envie, mais c'est presque de comprendre ce que moi-même je faisais parfois le samedi soir et pourquoi j'allumais ma télé, je regardais cette émission. D'accord. Alors, avant de voir le premier extrait, est-ce qu'on peut résumer votre thèse sur finalement les rapports entre Ardisson et le thème du communautarisme? Oui, on a étudié nous cette émission comme un vrai jeu de rôle. Hein. Thierry Ardisson disait souvent, il l'a écrit que souvent l'émission était écrite quasiment à l'avance, et on a repéré plusieurs rôles cadrés, régentés, enfin des rôles disons fixés à l'avance, qui sont imposés aux différents personnages qui arrivent sur le plateau. Parmi ces rôles, le rôle de la jolie poupée qui bat des cils et qui encaisse docilement le jeu croisé, le feu croisé des plaisanteries salaces et obscènes, ça c'est un rôle très important, peut-être on y reviendra. Un autre rôle qui revient régulièrement et dans lequel se trouvent souvent enfermés les invités de Tout le monde en parle, c'est effectivement l'injonction, le rôle ethnique. Hein, souvent quand vous êtes invité sur le plateau de Tout le monde en parle, on ne vous invite pas à vous exprimer en tant qu'individu libre qui a des opinions. Mais on vous invite en tant que quoi? En tant que breton, juif, arabe, noir, etc. Et souvent, c'est votre peau, ou en tout cas votre peuple, votre origine ethnique qui doit parler à travers vous. Et gare à ceux qui se feraient un pas de côté et qui sortiraient de ce rôle. Alors, il y a un exemple particulier de l'émission que vous donnez dans votre livre et qui illustre particulièrement bien ça, Perrine. Vous prenez l'exemple du passage dans l'émission de l'actrice Rachida Brakni de la Comédie Française, venue présenter, c'était en juillet 2003 sur le plateau de Thierry Ardisson, donc un film avec Éric Cantona, un polar fantastique. 10 longues minutes à un extrait donc de ce débat entre Elie Chouraki et Leïla Chahine. Et en retour plateau, Thierry Ardisson ne manquera pas de demander à Rachida Brakni son avis sur la question du prochain. Bon, manifestement, elle n'a rien à dire sur le sujet sur lequel on l'interroge. Elle n'a pas envie de se retrouver enfermée dans ce rôle-là, le rôle de la beurette de service qui doit avoir un avis sur le conflit du Proche-Orient. Quelle est votre réaction sur cet extrait? Vous trouvez que le questionnement d'Ardisson est légitime, finalement, une curiosité légitime, ou vous ressentez, comme les auteurs du livre, une espèce d'injonction ethniciste qui est faite à cette comédienne qui vient là sur ce plateau et qui peut être insupportable? Les deux. Et je pense qu'il y a les deux parce que objectivement, il y a évidemment un côté injonction. Et je le vis assez pour le savoir, mais cette émission, elle se place aussi dans une société française qui, pour l'instant, n'arrive pas à traiter une partie de ses concitoyens totalement, je dirais, comme les autres, au sens où il reste quand même l'a priori de l'origine quand elle est visible. Donc
On peut dire que lui, d'un certain point de vue, certes, il joue un rôle en accompagnant, en accentuant, on le voit bien dans les extraits, mais d'un certain point de vue, il est aussi dans la moyenne de ce qui se passe. Non, mais là, il fait plus qu'accompagner, si vous voulez. Rachida Brakni, et je suis content d'ailleurs, nous, on était heureux que cet extrait soit montré, parce que c'est un des moments les plus forts. Nous, ça nous a beaucoup touchés quand même. C'est une actrice brillante qui vient, ancienne pensionnaire de la Comédie Française. Elle a une carrière d'actrice, elle a un répertoire d'une grande diversité, on peut l'interroger sur autre chose. Elle vient faire la promo d'un film qui n'a rien à voir. Ça s'appelle L'Autre Mangère, où ça n'a rien à voir. Et là, ça revient, et ça n'est pas le cas partout, croyez. Non, mais s'il y a une particularité, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça, mais Ardisson, c'est quelqu'un qui a, on le voit bien, qui a un point de vue. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le présentateur du journal de TF1 ou de France 2 qui essaie d'avoir une neutralité. Moi, j'ai toujours ressenti Ardisson comme étant quelqu'un qui a une idéologie, qui a une vision. Pour moi, j'en ai jamais discuté avec lui, j'ai même jamais lu quelque chose précisément là-dessus, mais pour moi, c'était une sorte d'anarchiste de droite, on va dire. C'est-à-dire conservateur, mais avec un côté... ce qui était l'image un peu que tout le monde se faisait de lui. Mais alors, quand vous avez lu leur livre et quand vous avez découvert leur thèse sur cette espèce d'injonction ethniciste permanente qui était celle de cette émission, ça vous a étonné? Vous l'aviez vu vous-même en regardant l'émission? Vous êtes d'accord avec eux? Il y a eu un débat, il y a un moment où je crois, il y a eu un débat dans les gens qui regardent l'émission, moi j'en fais partie, puis même dans la société, très principalement au moment de la montée de l'antisémitisme en France et des actes antisémites où on avait l'impression que régulièrement, tous les samedis, il y avait le juif et l'arabe qui étaient mis en scène. Donc là, oui, il y a eu un moment. Mais honnêtement, je dirais aussi, c'est un contrepoint de vue qui est pas... Je suis pas son avocat, mais en même temps, il a essayé dans son émission, depuis longtemps, de mettre des choses qui parfois étaient traitées autrement dans les journaux télévisés ou qui n'étaient pas même traitées. Juste un point, vous venez de dire que vous n'êtes pas son avocat, évidemment vous n'êtes pas ici sur le plateau pour le défendre, et je précise, parce que je ne l'ai pas précisé depuis le début de l'émission, que nous avons évidemment invité Thierry Ardisson à venir débattre avec les auteurs du livre, à venir débattre avec vous, et qui ne l'a pas souhaité. Sébastien? D'un point de vue purement subjectif de téléspectateur, en voyant ces extraits que j'ai trouvé magnifiquement choisis, j'ai l'impression de retrouver un petit peu ce qui faisait que je pouvais être attiré par l'émission et ce que j'allais y chercher. C'est des moments comme ça, je ne sais pas si c'est complètement préparé ou pas, mais c'est des moments très très forts. On sent qu'il se passe quelque chose et on est complètement magnétisé, et je crois que c'est du domaine de la gêne. En voyant ce dialogue entre Thierry Ardisson et cette actrice, il y a un moment où on se dit mais qu'est-ce qui se passe là? On est gêné au plus profond de soi-même, et ça me renvoie à des études de psychologie. La gêne, c'est une sensation qui commence à être un petit peu étudiée, ça fait partie de ce qu'on appelle les émotions sociales, et c'est de plus en plus analysé comme un moment où les schémas habituels de la société sont mis en danger. C'est-à-dire que normalement dans une conversation, il y a une sorte de pacte tacite de non-agression, et là on sent qu'on franchit une limite, et instinctivement ça provoque chez les gens qui sont là, ou même le téléspectateur, une envie d'en finir. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de désamorcer ça, soit d'aller vers la violence pure, soit de retourner vers le pacte de non-agression. Donc il y a un besoin très très fort de connaître le dénouement, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est menacé. Et c'est pour ça qu'on reste. Oui. C'est pour ça qu'on reste. J'ai souvent ressenti ça, et j'aimais ces moments en même temps que j'en étais très gêné. Et je ne sais pas si vous trouvez que c'est un ressort important. Tout à fait, mais pour continuer juste sur ce sentiment de gêne, et aussi pour continuer dans le sens de Malek Bouti, je pense qu'effectivement, nous, on n'a pas du tout envie de dire que Thierry Ardisson, c'est le grand horloger qui a créé le communautarisme en France, ou qui a créé l'injonction ethniciste en France. Il n'empêche, et c'est pour ça dire que ça nous intéresse, et d'autant plus parce qu'on peut dire que cette émission a servi de laboratoire. Nous, ce qui nous a intéressé là, c'est qu'on pouvait y repérer des choses qui ensuite ont été tout d'un coup, qui ont émergé. C'est-à-dire que par exemple, et on va y venir, l'affaire Dieudonné et cette pseudo-rivalité, cette soi-disant, cette prétendue rivalité entre d'un côté une communauté juive et de l'autre une communauté noire, cette affaire-là, cette rivalité-là, franchement, ça fait très peu de temps qu'on en parle en France. Quand on en parlait, c'était toujours pour parler des États-Unis, c'était aux États-Unis que ça se passait. Et bien sur le plateau de Tout le monde en parle, bien avant la grande affaire Dieudonné qui a suscité le sondage, etc., et bien avant, évidemment aussi l'affaire Ilan Halimi, Fofana, etc., cette rivalité est mise en scène, orchestrée de la façon la plus zélée. Alors on va le voir, parce que ça, effectivement, c'est... un phénomène sur lequel vous êtes penché, mais vraiment à la loupe, c'est la gestion par Ardisson du cas Dieudonné, Perrine. Oui, alors je précise que l'humoriste Dieudonné est quand même venu 10 fois sur le plateau d'Ardisson en 8 ans. Alors ce que vous avez remarqué, c'est qu'à plusieurs reprises, Ardisson l'a interrogé sur son ancien partenaire, Elie Semoun. Alors juste pour un petit rappel, Elie et Dieudonné ont formé un duo pendant 7 ans, dont un des ressorts comiques, mais pas le seul,
était de jouer sur la figure du noir et sur celle du juif. Alors dans ce premier extrait, à cette époque, Dieudonné s'est déjà séparé d'Elie Semoun, mais ils sont restés en bons termes, et Ardisson va tout de même essayer de monter Dieudonné contre son copain en agitant les vieux clichés. Vous savez que quand il y avait Elie Semoun qui était là il y a 15 jours, et il disait ouais, il aime beaucoup le pognon, de toute façon, Dieudonné, parce que de toute façon, c'est un ancien vendeur de voitures, vendeur de bagnoles, donc c'est normal, c'est un mec qui sait faire du pognon et tout. Vous savez ce qu'il a dit? Non, ce qu'il vous a dit? Il a dit dans le duo, c'était moi le noir qui me faisait enculer et lui le juif. Non, mais c'est vrai que, bon, on parle de moi, je pense qu'on parlerait pas autant de moi et de l'argent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir... De voir un noir en Mercedes? Non, il y en a peu en France. Alors 6 mois plus tard, Dieudonné revient sur le plateau et Ardisson lui ressort la même soi-disant blague d'Elie Semoun. Est-ce que vous êtes accro au pognon, comme on le dit, c'est-à-dire vraiment à pro-gain Elie a dit c'était lui le juif et moi le noir. Enfin bon, vous savez bien la réputation que vous avez, venant de vous, je trouve ça étonnant quand même. Mais enfin... Un an plus tard, Ardisson revient à la charge et Dieudonné ne veut toujours pas rentrer dans son jeu. Eh papa, j'ai entendu Elie, ton ancien copain, qui a dit à la radio que tu pensais qu'au fric. Ben oui, parce que il fallait bien qu'il trouve quelque chose. Mais tu sais, bon, lui, il a vendu beaucoup de cassettes, il paye beaucoup plus d'impôts que papa, donc ça l'énerve un petit peu. Mais bon, c'est son copain, papa. D'accord. Et alors, dernier extrait, là on est en mars 2002, et le duel entre les deux humoristes devient, dans la bouche d'Ardisson, un duel entre Dieudonné d'un côté et de l'autre côté, carrément un lobby dont ferait partie Elie Semoun. Alors d'abord 2 points de détail, parce qu'ils sont extrêmement intéressants dans le livre. Première chose, vous dites, cette fameuse citation que Ardisson ressort 4 fois à Dieudonné, elle est bidon. Semoun n'a jamais dit ça sur son plateau. Non, il ne l'a jamais dit sur le plateau. Spontanément, Elie Semoun ne disait absolument pas de mal de Dieudonné, de même qu'on voit que Dieudonné se refuse à dire du mal de Elie Semoun. Simplement, il le sollicitait à chaque fois, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment la citation évolue, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un sketch dans un spectacle comique, donc il y a Elie Semoun joue le juif Cohen, Dieudonné Bokassa, c'est un sketch sur le racisme, c'est bon. Et puis au fur et à mesure, ça devient dans le duo, le juif, le noir, on ne sait plus du tout d'où vient cette citation, et on a l'impression que c'est un combat réel entre 2 personnes réelles. Pour moi, c'est pas un exemple convaincant, par exemple. Pourquoi? Parce que je pense que Dieudonné, c'est l'histoire d'une dérive d'un individu. Et d'ailleurs, même vous le démontrez, parce que lui-même ne réagit pas. On le voit qu'il est capable de réagir à l'animateur, qu'il est capable de dire non, qu'il est capable d'écarter, qu'il est capable de mettre de côté des polémiques. Mais à un moment, il va lui-même nourrir. C'est sa propre dérive. Et là, je trouve que c'est ambigu dans votre ouvrage. On a l'impression que c'est lui qui crée les conditions de cette dérive, alors que... Lui, Ardisson. Ardisson, alors que sur le fond, quand même, il y a une propre dérive de Dieudonné, d'ailleurs, qui dans d'autres émissions, et dans une émission qui lui ressemblait, a été même très très loin. Donc c'est là, par exemple, où le côté extrait, quand on découpe, quand on voit, peut parfois donner... Moi, c'est mon sentiment, mais c'est une lecture critique du livre, où on a l'impression là-dessus que là, on prête à Ardisson ce qui ne lui appartient pas. Il s'agit évidemment, on ne fait pas d'Ardisson le créateur de Dieudonné, mais on montre qu'il a encouragé cette évolution, qu'il en a fait un spectacle. Encourager, ça veut dire quoi, encourager? Non mais, concrètement, est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, finalement, Dieudonné cède à Ardisson? Ardisson insiste tellement pour l'enfermer dans ce rôle-là que Dieudonné n'a plus d'autre choix que de céder? C'est un peu ce que vous voulez dire? En fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 temps. C'est pour ça qu'on a fait 2 chapitres sur Dieudonné. Il y a un premier temps où Dieudonné vient comme militant, universaliste, antiraciste. Il veut à chaque fois raconter sa lutte contre le Front National, à Dreux, etc. Et à chaque fois, il est coupé. On lui dit « Alors, Elie vous a dit ça, Elie vous a dit ça. » Et on montre, nous, comment Dieudonné, et c'est ça qui est très intéressant et qui nous a touchés, c'est que pendant émission après émission, au début, Dieudonné résiste. La mécanique, elle est la suivante. Faut jamais oublier une chose. Personne n'est contraint de venir sur le plateau de Thierry Ardisson. Donc, d'un certain point de vue, on peut dire que lui, certes, il met cette mécanique en route. Et c'est celui qui est en face qui doit savoir si oui ou non il veut rentrer dans ce jeu. Il y avait aussi quand même ce qui se passait sur le plateau. Quand juste sur le plan rétinien, on regarde le plateau d'Ardisson, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce d'agora romaine décadente, avec ses colonnes, etc. Donc on a quelque chose qui suggère un débat démocratique dans une Rome un peu dégénérée. J'ai pas terminé. Et on voyait quoi aussi? On voyait des gens de toute origine et de toute couleur autour d'une table en train de se fendre la pêche ensemble. Alors ça a les aspects que vous avez soulignés, c'est-à-dire cette sectorisation,
cette communautarisation, mais en même temps, vous aviez une table ronde autour de laquelle des gens différents, avec des couleurs différentes, des origines, des religions et évidemment des opinions différentes, se retrouvaient pour taper la discute. Et pour se taper. Et on retrouvait, effectivement, et on retrouvait l'ambiguïté de l'émission, c'est-à-dire quelqu'un qui vous invite pour des raisons avec des arrière-pensées, mais qui vous donne une tribune, des gens qui sont là et qui se détestent en communauté, mais qui en même temps se marrent ensemble et font des plaisanteries grivoises. Donc si vous voulez, à chaque fois, il y a une double façon de voir l'émission d'Ardisson, et je crois que c'est ce qui a fait son succès. Je crois que c'est l'ambiguïté permanente qui a fait qu'on a la rétine accrochée et l'oreille accrochée par ce qui se passe, parce qu'on se dit, quand est-ce qu'ils vont décrocher? Quand est-ce que la fille, à un moment donné, au lieu d'être courtisée, elle va être gangbangée verbalement? À quel moment il va y avoir tous ces mecs autour d'elle qui vont l'agresser? Avec d'autres mots, David, ça rejoint ce que disait Sébastien sur la gêne. Et la gêne qui nous pousse à rester, et qui nous pousse à rester jusqu'au bout pour voir ce qui va se passer. Ou l'intérêt, voir après, jusqu'où. Alors, je voudrais qu'on termine par un extrait dans lequel vous apparaissez, puisque je disais au début de l'émission que vous êtes allé chez Ardisson 2 fois. Vous disiez dans le courant de l'émission que personne n'était obligé jamais d'aller à la télévision ni chez Ardisson, donc vous êtes allé 2 fois. On va voir un extrait, Perrine. Oui, l'extrait qu'on va voir, c'était en juin 2003. Vous étiez invité en tant que nouveau membre du Conseil national du PS. Et alors, après 10 minutes d'interview seul, où le public vous applaudissait chaleureusement, Ardisson fait venir en plateau un groupe de rap, La Rumeur. Ce groupe radical attaque SOS Racisme, dont vous êtes l'ancien président, et Ardisson va tenter de créer l'affrontement. Bon, alors ce qu'on voit là, c'est lui, il essaye de pousser à l'affrontement, vous refusez. Là, il faut voir ce qu'il y a hors image. Alors, qu'est-ce qu'il y a hors image? Qu'est-ce qu'il y a hors image? C'est qu'évidemment, moi, quand je suis invité, on me donne, ce qui était une des recettes de ce type d'émission, on me donne un peu le contenu sans me donner les détails. Je ne sais pas quelle va être l'interview, mais par contre, on ne me dit pas qu'il va y avoir un groupe de rap, La Rumeur, etc. Et donc, quand il les fait venir sur le plateau, je ne suis pas du tout au courant. Bon, il s'avère que certains peuvent se retrouver totalement pris au dépourvu dans cette situation, et que moi, j'ai le réflexe d'un certain point de vue, c'est mon réflexe de dire, le seul moyen de péter la machine qu'il a mise en route, c'est de refuser ce qu'il cherche, c'est-à-dire l'affrontement. Donc c'est donc une leçon. Ce que je me suis appliqué à moi-même dans cette émission, d'un certain point de vue, c'est là où je disais, il y a la part de responsabilité de l'individu. Parce que si l'individu qui se retrouve, qui va dans une émission comme ça, en disant que ça va être une grande facilité, et je vais avoir ma bobine à la télé, et qui tout d'un coup se retrouve dans une sorte de guet-apens, on en parlait, et dans un spectacle, et qui rentre dedans, qu'il y soit vaincu ou vainqueur, il y aura participé. Donc on voit qu'il y a la capacité. J'aurais pu très bien polémiquer avec La Rumeur. Mais Julien Drey aurait fait la même chose. Vous avez eu la réaction d'un homme politique, vous avez été hyper responsable. C'est parce que c'est vous, Malek Bouti, c'est parce que vous connaissez SOS Racisme, mais Julien Drey ou un homme politique socialiste ou une femme politique socialiste, ils auraient eu la même réaction de mesure par rapport au traquenard. Non, je vais vous dire quelque chose, quand vous êtes dans cette situation, quand vous le vivez individuellement, vous y pouvez rien, mais vous avez beau être un politique ou un ceci ou un cela, vous êtes confronté. Il y a un moment, votre dimension humaine, vous êtes d'abord ça. C'est pas un cerveau qui est posé sur la table. Et vous pouvez mal réagir quand on vous dit, vous voyez bien, là, on retrouve les éléments que vous parliez. Traître, machin, traître. Pas une critique. Je peux très bien réagir et commencer par dire. C'est Ardisson qui le dit, les 3 gamins, là, ils vous écoutent les bras croisés, on dirait qu'ils sont assez respectueux. Oui, non, mais ils ont parlé, mais d'un certain point de vue, là, votre capacité humaine et individuelle, et il y a parfois, il y a un moment, l'individu prend le dessus et vous tombez dans le guet-apens et tout d'un coup, c'est plus, et vous êtes en train de dire, comment ça, moi je suis un traître, mais c'est dégueulasse, mais c'est toi le traître, et boum, 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 et le premier mot enchaîné tout de suite, donc c'est pas vrai. Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes politiques rentrer dans une polémique qu'ils n'avaient pas cherché à en sortir en charpie. Donc, c'est l'exercice qui devient difficile. Mais maintenant, pour notre génération, et ça c'est l'intérêt aussi de tous ces livres, et c'est pour ça que moi je l'ai lu avec intérêt, c'est qu'il y a eu une génération politique, par exemple, je suis un politique qui allait à la télé, et honnêtement, c'était cire-pompe. C'est-à-dire, vous passiez à la télé, c'était que en positif pour vous. Et là, on rentre maintenant ce sera très rare d'avoir des grands interviews, on a le temps d'être posé. On rentre dans quoi? On rentre dans ce style de télévision. C'est-à-dire, maintenant, quand vous rentrez à la télévision... On ne rentre pas, il a été viré. Oui, non, mais il y a d'autres émissions. Mais maintenant, il faut savoir qu'une émission, quand vous participez à une émission, il y a 9 fois sur 10, la surprise, le piège, le chroniqueur, le dossier secret qu'on va vous sortir en disant « Ah, en 1982, voilà ce que vous avez déclaré ». Si vous n'êtes pas, je dirais, blindé pour affronter ça, eh bien, la télévision peut aussi vous mettre en pièces. Ça, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est une des difficultés de la situation. Diabolique. Quelque chose à ajouter?
Non, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, l'inverse du côté cire-pompe, qui effectivement a été un long problème pendant longtemps, l'inverse de l'ORTF, c'est pas Ardisson, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à trouver. Et là, sous prétexte de ne pas être cire-pompe, il y a un abaissement du politique. Alors pareil, il n'a pas créé le discrédit de la politique, mais on peut dire qu'il l'a consolidé très largement dans cette émission. Et malgré voilà, le fait que vous soyez plutôt bien défendu. Et puis l'autre chose, c'est que vous êtes armé pour vous défendre, mais quand un comique est sommé de prendre position sur des questions politiques, là, je suis désolé, il n'est pas armé pour se défendre. Il y a un dernier aspect quand même qu'on ne peut pas éviter, c'est à l'image. Quand on vous voit, donc vous êtes sur le plateau et à côté de vous, il y a trois... Il y a les modèles. Alors, qui sont les modèles, Perrine? On a enquêté sur... Un responsable politique comme ça, être sur un plateau à côté de top modèles qui sont là, est-ce que vous dites c'est bien parce que finalement ça banalise l'image du responsable politique, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même une dévalorisation? Honnêtement, juste l'image. Oui, non. D'abord, premièrement, moi, je me souviens très bien de cette émission quand j'étais sur le plateau, qu'elles étaient là, je savais même pas à quoi elles servaient. Et je dirais, c'était presque. Mais on avait presque à faire une caricature. Non, vous avez compris. Non, parce que peut-être pendant un instant, quand elles arrivent et ça s'installe, vous vous dites tiens, est-ce que c'est un groupe de musique? Je connais pas tout. Mais Malek Bouti, vous avez compris, elles servent à fabriquer cette image-là du politique entre deux bimbos. Je l'ai compris au fur et à mesure que l'émission avait lieu, quand au bout d'un moment, j'ai compris qu'elle n'avait rien à dire et rien à raconter, et que c'était ça. Mais au point de départ, je ne le sais pas, ça arrive. Bon, oui, mais honnêtement, ça ou autre chose, ou être avec des artistes. En tout cas, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là que c'est le type d'émission où on sait que des formes d'artifice de cette nature-là arriment. C'est bien ou c'est pas bien? Je n'ai pas de jugement moral là-dessus. Il n'avait pas rien à dire. Non, mais quand vous voyez, non, mais cette image, je voudrais qu'on la voit plein pot. L'image là, oui, plein pot, voilà, ça, elle vous évoque quoi cette image-là? Je sais pas, franchement, rien de particulier. Non, mais je le dis en toute sincérité, je suis pas choqué, je connais plein d'émissions où il y a des... Vous écoutez, hein. Enfin, à un moment donné, quand vous... À un moment donné, sur SOS... Non, mais à un moment donné, il faudrait revoir l'image, mais quand vous dites sur SOS Racisme, je pense ci et ça, on voit la jeune femme qui est à votre gauche faire... comme ça, mais non, mais je veux dire, bon, on peut être aussi dans l'écoute et la participation. C'est-à-dire, si je voulais être entouré de mecs hyper sérieux avec des lunettes et des costards gris, j'aurais pas été dans son émission, c'est sûr. Non, mais très rapidement, sur l'image, nous on a un chapitre entier sur ces trois jeunes femmes qui servent pas à rien, qui servent à quelque chose, et qui avaient même un discours à faire valoir. Simplement, on montre dans ce chapitre qui s'appelle les modèles, comme leur nom l'indique, que à chaque fois qu'elles essayent de parler d'autre chose que de leur sein ou de leur sexualité, etc., elles sont rappelées à l'ordre et pas prises au sérieux. Alors, elles servaient à quoi? Justement, ce qui est marrant, c'est que vous dites, je ne savais pas à quoi elles servaient. Nous, on parle de vous un tout petit peu de cette séquence et on montre comment elles servent, notamment à ce que chaque nouvel intervenant mâle soit intégré et valorisé dans une grande fraternité pseudo-viriliste. Et à chaque fois, on lui dit, t'as vu, on est bien entourés, là, elles sont bien, t'as vu, on est bien là. Hein. D'ailleurs, il vous le dit à vous aussi. Et à un moment donné, il y a Henri Lecomte qui vous rejoint sur le plateau, le tennisman, et Thierry Ardisson présente à Henri Lecomte les gens qui sont déjà présents sur le plateau, enfin les invités. Et donc, il lui présente Iva, la jeune chanteuse qu'on apercevait à votre droite tout à l'heure, d'origine tchèque, les trois modèles, une à une, etc., Kéoué, etc. Et il arrive à vous, il présente à Henri Lecomte, et il dit, et Malek Bouti, évidemment, c'est pas le même usage, mais enfin, voilà. Alors quel est l'usage de Malek Bouti dans cette émission? Il faut revisionner, je vous la laisse revisionner, et peut-être vous constaterez la même chose que nous. Bon, alors quel est l'usage de Malek Bouti entre les modèles? Sujet de méditation pour le week-end, pour les téléspectateurs d'Arrêt sur Image. Merci à tous trois d'avoir participé à ce débat. Arrêt sur Image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous.